Il faut aussi, à un moment, faire ce qu'on adore faire. Et par contre, il faut le faire à fond. Il ne s'agit pas de le faire un peu moyen et mollo. Par contre, là, il faut y aller à fond. Et que les gens se révèlent aussi, et qu'il faut parfois aussi capitaliser un peu sur ses forces et ce qu'on aime faire. Bien sûr, il faut se faire violence, il y a des petits parcours un peu obligés, mais que parfois, il vaut mieux aller sur une branche et une discipline que vous adorez et vous allez vraiment exceller là-dedans. Et ça sera votre truc, plutôt qu'aller s'imposer un truc, s'imposer un diplôme ou un cursus qui n'est pas le vôtre. L'expérience m'a montré que, au-delà du diplôme, franchement, ma personnalité, ce que je suis aujourd'hui, etc., ne vient pas de mon diplôme. Bonjour à tous, c'est au siège de L'Oréal France que nous avons la chance et l'opportunité de rencontrer Amandine Rassa. Bonjour Amandine. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Jean-Mathieu. Bonjour Amandine. Pour commencer, je vous propose de vous présenter. Alors, je m'appelle Amandine Rassa, je travaille effectivement chez L'Oréal depuis une vingtaine d'années. Voilà, j'ai commencé dans ce groupe juste l'année 2000, voilà, précisément. Donc, mais je crois qu'on va revenir dessus. Voilà. Tout à fait. Alors nous, on a fait notre petite recherche, on a passé votre profil LinkedIn en revue. Ouais. On a vu effectivement une belle carrière chez L'Oréal, donc vous nous en parlerez un peu plus en détail. Mais ce qui nous intéresse, ce qui intéresse probablement nos auditeurs, c'est qui était Amandine Rassa à 15 ans. Alors, un peu la même, j'ai envie de dire. Déjà quelqu'un de très actif, en fait. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Saint-Cloud, en fait, précisément. Dans une famille très cool, très, très, très ouverte. Moi, j'avais un père publicitaire, donc j'étais déjà un peu dans le monde des marques et de la pub, quelque part, au travers de mon père. Et une mère qui était dans le voyage, qui bossait pour une compagnie aérienne japonaise, Japan Airlines. Et du coup, j'ai vraiment été élevée dans un environnement très cool, parce on voyageait beaucoup, je dois dire, et ça c'est quand même la première chance que j'ai eue à 15 ans, c'est que j'avais déjà fait pas mal de continents, ce qui était assez incroyable. Et c'est vrai que quand vous avez une maman qui travaille dans une compagnie aérienne, en fait c'était pas compliqué de faire un saut à New York ou au Brésil, ou on allait beaucoup au Japon aussi, en Asie. Donc c'est vrai que c'est quand même une grande chance d'avoir pas mal voyagé enfant. Ça m'a ouvert pas mal l'esprit, je pense. Et puis après, par mon papa, effectivement, j'ai été baignée et bercée dans la culture de la pub, des médias, de l'image, des slogans, voilà. Et je pense que, alors, c'est pas par hasard qu'aujourd'hui je continue à adorer les marques et à vraiment aimer ce monde, voilà, des marques, du storytelling quelque part, et aussi de l'image, très clairement. Voilà. Je pense que ça m'a pas mal. En tout cas, dès le plus jeune âge, j'ai été sensibilisée à tout cet univers, je pense. Voilà. Donc vous nous avez parlé de votre univers. Qui étiez-vous personnellement ? Est-ce que vous Alors, étiez, j'étais une enfant assez studieuse, je pense. Très. Alors, j'étais pas une polarde, on va pas dans ce sens-là, mais j'étais assez good girl, qui avait des bons résultats à l'école, etc. Je faisais beaucoup de choses à côté. Je faisais 10 heures de danse par semaine, je faisais du piano, je faisais du tennis. Enfin, j'avais un petit côté déjà, j'aimais pas trop glander et trop buller. J'avais déjà ce côté assez faire plein de choses. Voilà, c'était ça qui m'excitait. Et voilà. Et après, c'est vrai que dans mes études, j'ai fait des choses assez classiques, comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'enfants. Fallait faire allemand, fallait faire latin, fallait faire. Enfin, j'ai eu un peu cette impression de comme ça, comme je bossais plutôt bien à l'école, on me mettait un peu toujours dans les voies un peu royales, jusqu'à faire un bac C scientifique que j'ai vraiment détesté. Mais vraiment, je le dis, je détestais les maths, je détestais la physique, je détestais la chimie. Et là, ça a été le moment où j'ai dit, bon, stop, j'ai fait ça, mais là, je ne ferai plus que des choses qui m'intéressent. Donc, fort de ce bac scientifique, j'ai dit, c'est peut-être été mon petit moment de rébellion par rapport à mes parents, etc., parce que j'étais plutôt une enfant assez sage et assez disciplinée. J'aurais dit, écoutez, là, me demandez pas d'aller faire une prépa ou de je sais pas quoi. Là, je vais à la fac, à l'université, et je veux montrer qu'on peut y arriver autrement et sans forcément passer par la voie, entre guillemets, royale ou classique ou conventionnelle. Et donc,
Je suis partie à ce moment-là à l'université, en fait. Voilà, et je suis partie à Dauphine, en fait. Alors, c'est pas n'importe quelle université, vous allez me dire, mais à l'époque, Dauphine n'était pas aussi réputée, parce que je parle de quelque chose il y a 25 ans, en fait, maintenant. C'était pas, en tout cas, l'école aussi prestigieuse qui vaut maintenant les écoles, les grandes écoles de commerce, etc. Mais ça m'a permis du coup de faire plein de trucs à côté, de faire la fac et d'apprendre encore d'autres langues parce que je voulais absolument apprendre l'espagnol, de faire plein de petits jobs d'étudiants, etc. Et de pas bêtement bachoter voilà, en prépa parce que je voulais vraiment, encore une fois, m'ouvrir à d'autres trucs et pas bêtement bachoter. Voilà. Pendant vos études, donc jusque-là, on a Ouais. compris que vous avez fait énormément de choses. Est-ce que déjà, là, il y a une idée précise du domaine ou des activités que vous avez envie d'exercer? Alors, c'est vrai qu'en Dauphine, c'est très pluridisciplinaire. C'est de la gestion, donc on vous fait de l'économie, du droit, plein de choses, etc. Il y avait le marketing qui était quand même déjà dans toute cette palette, hein, et j'en ai parlé dès le départ. Les marques, l'environnement familial faisait que moi, les marques, c'était quand même quelque chose qui me bottait. J'avais déjà fait un mémoire d'un lancement de produits à Dauphine, je me souviens, il fallait créer un premier yaourt pour Danone, etc. Et j'avais déjà fait d'ailleurs un premier yaourt cosmétique à l'époque, ça devait déjà me dire qu'à terme, j'irais bosser dans les cosmétiques, enfin je sais pas, mais j'étais déjà quand même très branchée par ça. Après, je suis partie à Sciences Po, en fait. Et parce que après ma maîtrise de gestion à Dauphine, je suis partie à Sciences Po et ça m'a vachement éclairée sur justement d'autres disciplines. C'est vrai que les profs à Sciences Po, c'était un cursus en plus très mi-entreprise, enfin, il y a beaucoup d'intervenants d'entreprise, beaucoup de gens qui bossaient dans des agences, dans des sociétés d'études, etc., de l'IFOP. Enfin, il y avait plein de cursus très différents. Et ça m'a encore plus confirmé que définitivement, j'avais vraiment envie d'aller faire ça, du développement sur les marques, de travailler sur des lancements de produits, des lancements de marques, des histoires, en fait, voilà, des belles histoires. Est-ce que, donc, au-delà de votre papa, de Ouais. par son métier, est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres, d'autres faits marquants qui vous ont, au fur et à mesure de toutes ces études, orienté encore plus petit à petit vers ce choix de marque? Alors, le choix d'aller en tout cas vers le marketing, alors je pense que non, alors c'est vrai qu'encore une fois la culture familiale a beaucoup joué. En fait, d'ailleurs pour la petite histoire, mais comme quoi mes deux parents m'ont quand même bien influencé. C'était au début, je voulais plutôt bosser dans l'hôtellerie et dans le voyage, vous voyez, donc j'étais convaincue qu'il fallait que je reprenne un hôtel. Enfin, quand j'étais toute petite, et puis après bon. Chemin faisant, mais faisante, je suis plutôt partie sur les marques. Mais c'est pour dire que j'ai quand même été très je pense, impactée par l'environnement dans lequel j'avais évolué. Non, dans les rencontres décisives que j'ai pu faire, je dirais qu'après, c'est plutôt au fil de mes stages, de mes expériences, etc. J'ai le souvenir, je suis partie à un moment faire un stage à Londres. J'ai rencontré une femme que j'ai trouvée assez géniale qui était directrice des études. Alors, c'était pour une grande boîte de spiritueux. D'ailleurs, grande boîte anglaise de spiritueux qui a toutes les marques type Gordon's, Smirnoff, enfin vraiment un grand groupe. Et elle était française et elle était directrice des études et elle avait été expatriée là-bas. Et c'était la seule française et femme au milieu d'un board. Et je me souviens toujours, il y avait une photo d'elle au milieu des Écossais en kilt du board. Et ça m'avait vachement marqué cette photo parce que je m'étais dit, c'est dingue, cette nana quand même, elle a un sacré caractère et de l'audace et quand même d'être arrivée là, petite française au milieu de ce board de Scottish, habillée en kilt. Parce que dans ce monde, en plus, quand même, je pense très masculin du spiritueux, vous imaginez quand même qu'il y a quand même un monde de l'alcool, etc. Voilà, elle avait réussi à tracer son chemin et à siéger au board, etc. Et c'est vrai que c'est et tout en douceur et parce que c'est pas quelqu'un qui était arriviste et dans sa façon, dans son style de management, c'était un management super bienveillant, très douce, etc. Mais qui avait très forte valeur ajoutée, qui était très très appréciée, etc. Et voilà, donc ça m'a aussi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée par la suite dans son modèle de leadership, d'être arrivé là, mais pas forcément avec un visage caricatural voilà, donc d'arriviste, on va dire. Est-ce qu'elle le sait?
J'ai pas eu l'occasion de leur dire. Non, mais c'est vrai. Et avec du recul, parce que c'est vrai qu'en préparant cette interview, j'ai repensé à elle fortement et je me suis dit, je lui ai pas dit où je suis aujourd'hui et peut-être que probablement, voilà, je lui dois un certain nombre de choses. Tout à fait. Est-ce qu'on s'engagerait pas à lui envoyer un petit message ou un petit texto ou un petit appel Tout à fait. On le fera assurément. Mais bon, tout ça pour dire que je pense que par rapport aux personnes qui ont pu impacter, etc., il y a pas mal de femmes quand même, parce que je pense qu'on est quand même aussi beaucoup, alors pas que inspiré par les femmes, heureusement, mais c'est vrai que dans notre rôle de leader au féminin, on se cherche un peu quand même aussi, et on regarde quand même souvent aussi les modèles féminins qu'on a autour de nous. Et typiquement, ça a été un très bel exemple pour moi. C'est les hommes qui vous inspirent du coup ? Alors, les hommes, j'en ai rencontré d'autres. J'ai eu d'autres mentors au masculin et dans d'autres, tout à fait. Alors, des grands créatifs. J'ai eu beaucoup de... Bon, voilà, il y a eu des gens que j'ai pu croiser. C'est aussi l'avantage d'un groupe comme L'Oréal, c'est travaillant sur des marques très, très différentes et travaillant beaucoup sur de la créativité de marque. Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis encore là depuis 20 ans. C'est qu'on croise, en termes de rencontres, des gens qui sont passionnants, talentueux, qui ont 1000 idées à la minute, qui sont toujours hyper inspirants, etc. Donc, j'ai eu, je ne citerai pas les gens, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont vachement aussi inspirée, clairement, et qui m'ont donné envie de continuer à faire ce métier aussi. Et qui étaient aussi des très bons managers humains, parce que c'est ça qu'il faut voir. On est dans un exercice, à la fois il faut être très créatif parce qu'il faut tout le temps penser à des lancements, des nouvelles marques, des nouvelles idées, etc. Et en même temps, on manage souvent des grosses équipes. Et donc la dimension humaine est super importante. Vous pouvez être super créatif, super talentueux, mais parfois être absolument naze en management, voire très auto-centré. Voyez, et du coup, je trouve que c'est pas toujours facile de trouver des gens qui sont hyper complets comme ça et qui sont des excellents managers humains, qui embarquent leurs équipes et en même temps des excellents créatifs. Et j'en ai croisé un certain nombre, heureusement, mais ça m'a aussi confortée dans le fait que voilà, on pouvait tout à fait allier ces deux facettes. Je rebondis sur ce que vous dites. Y a, les dirigeants souvent sont perçus comme étant des gens très ou seuls ou qui veulent paraître seuls ou en contrôle, in charge, etc. Et du coup, il y a cet aspect mentoring, coaching qui paraît en tout cas complètement mis de côté. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la position que vous avez, est-ce que vous avez toujours des gens qui vous mentorent, qui vous coachent ou qui vous inspirent ? Alors, oui, honnêtement, alors des coachs, on en a eu, déjà d'un point de vue à titre personnel, on est accompagné, et moi ça fait partie des grandes chances aussi que j'ai eues, c'est que à différentes étapes de mon parcours, j'ai eu des coachs extérieurs, pas forcément en interne, et ça aide énormément aussi parce que parfois vous êtes dans des moments de vie où vous vous interrogez sur pas mal de choses, vous avez vraiment besoin d'être... vous pouvez avoir des pertes de confiance, vous pouvez avoir besoin de corriger quelque chose en management. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer et souvent, un guide externe vous apporte beaucoup parce qu'il a un regard extérieur. Et voilà. Donc ça, franchement, moi, ça fait partie des chances que j'ai eues. C'est que j'ai été, je pense, pas mal accompagnée tout au long de ce parcours là-dessus. Et après, oui, il y a du mentoring en interne. En permanence, c'est beaucoup du mentoring via nos boss, qui sont... Encore une fois, je pense que j'ai eu la chance de croiser des managers assez bienveillants dans l'ensemble et qui ont plutôt été des super mentors à la manière. Au-delà d'être des boss, plutôt des super mentors qui m'ont vraiment, je pense, forgé et aidé aujourd'hui à être aussi la personne que je suis et peut-être le manager que je suis aujourd'hui. Parce que je pense que je reproduis quand même beaucoup de choses aussi, très clairement, que j'ai vues et que j'ai... c'est du pick and choose, il y a des trucs que je ne reproduis pas. Ça, pour le coup, je passe mon chemin et limite, je me dis surtout pas. Il y en a d'autres où, au contraire, je sais que ça a été des modèles d'inspiration et je me rencontre même un peu intuitivement et spontanément, je le reproduis. Voilà. Si on fait juste un petit peu, on regarde juste un petit peu en arrière, vous avez fait des études différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, en regardant en arrière, vous vous dites que les études que vous avez faites, elles vous apportent beaucoup aujourd'hui dans votre évolution, dans votre manière de travailler, dans votre manière de manager ? Ou est-ce que vous vous dites que
peut-être que d'autres études n'auraient pas forcément changé qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui. Non, c'est un très bon point parce que c'est vrai que je vous ai parlé du bac C scientifique, qui est un peu la phase obligée, etc. Moi, je l'avais mal vécu, ce truc, typiquement. Et je trouvais que c'était un peu débile d'imposer ça à tout le monde, un peu comme... voilà. Avec du recul, typiquement, je dois reconnaître, ça m'a servi toute ma vie parce que toute ma vie, j'ai, d'un point de vue perso ou pro, garder une espèce d'esprit logique, structuré, et que quand même dans le monde de l'entreprise, c'est vrai que ce côté analytique, le fait de savoir argumenter, dérouler un argument, etc., et poser une démonstration aussi, tout ça, ça vous aide, franchement. Après, c'est ce que je vous disais, moi je pense que je suis convaincue qu'il faut aussi à un moment faire ce qu'on adore faire. Et par contre, il faut le faire à fond. Il ne s'agit pas de le faire un peu moyen et mollo. Par contre, là, il faut y aller à fond. Et que les gens se révèlent aussi, et qu'il faut parfois aussi capitaliser un peu sur ses forces et ce qu'on aime faire. Bien sûr, il faut se faire violence, il y a des petits parcours un peu obligés, mais que parfois, il vaut mieux aller sur une branche et une discipline que vous adorez et vous allez vraiment exceller là-dedans. Et ça sera votre truc, plutôt qu'aller s'imposer un truc, s'imposer un diplôme ou un cursus qui n'est pas le vôtre. Donc voilà. Et puis l'expérience, après, ça c'est pour la partie diplôme en tant que telle. L'expérience m'a montré que, au-delà du diplôme, franchement, ma personnalité, ce que je suis aujourd'hui, etc., vient pas de mon diplôme, vient de tout ce que j'ai construit à côté. J'ai beaucoup parlé de mes voyages, j'ai beaucoup parlé d'environnement familial, j'ai les rencontres. Et cette personnalité, je l'ai forgée très clairement au gré de toute cette expérience et pas du tout dans des diplômes originels que j'ai pu faire. Voilà. Donc, moi, je dirais qu'il faut un background un peu solide, mais que ce n'est pas la seule chose qui importe et que par contre, il faut partir à l'étranger. Ça, j'en suis, mais c'est juste vital. Enfin, je dis toujours, à la limite, si vous voulez rien faire, très bien, mais faites-le à l'étranger. Partez à l'étranger, mais au moins faites-le en anglais ou en espagnol ou je sais pas quoi, mais au moins déjà je trouve que c'est déjà un début d'apprentissage. Et après, c'est quand même, je trouve, toutes les expériences en entreprise, moi, qui m'ont énormément... J'ai fait beaucoup de stages, en fait, avant de démarrer là où je suis, etc. Et ça m'a quand même énormément formée aussi, quoi. Vous avez parlé de management, du coup, j'imagine que vous avez des équipes ou vous avez managé des équipes. Si demain, je veux rentrer dans l'équipe d'Amandine Rassa, qu'est-ce qu'il me faut ? Qu'est-ce qu'il vous faut à quel niveau ? en termes de background professionnel, personnel, quels vont être les facteurs que vous allez rechercher chez les personnes qui vont vous entourer ? Alors, nous, on cherche des équipes créatives. Donc, c'est important parce que typiquement, moi, je suis dans une cellule qui fait beaucoup de développement produit. Donc, en fait, c'est-à-dire qui invente des nouveaux produits, qui créent des nouveaux gestes en cosmétique, etc. Donc, c'est vrai qu'on va d'abord chercher des talents un peu créatifs, un peu imaginatifs. Et donc déjà, il faut sentir des gens qui ont cette appétence pour ça. Parce que, voilà. Après, on veut aussi des têtes bien faites. Je ne vais pas vous mentir. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus que... on a une expression chez L'Oréal, on dit poète paysan. Ça résume bien. C'est-à-dire qu'on veut à la fois des gens poètes, donc qui sont capables d'avoir la tête dans les étoiles, et en même temps paysans qui ont quand même les pieds bien dans le sol et qui savent avancer et entre guillemets être très, très terriens et très cartésiens aussi. Donc c'est cette espèce d'équilibre qu'on recherche. Après, moi je recherche aussi des gens qui ont un très bon team spirit. C'est devenu hyper clé dans notre environnement. Ça paraît évident, mais moi c'est un point très sensible chez moi, c'est-à-dire que si je sens que je suis avec quelqu'un qui va être ou un peu toxique ou un peu trop perso, etc. Souvent, il a du mal à intégrer l'équipe. Très, très honnêtement, parce que même si elle peut avoir un talent ou il peut avoir un talent exceptionnel, le principe aujourd'hui de collaboratif est trop important pour qu'on soit avec des gens qui bossent en solo, quoi. C'est intéressant parce que, moi, je parle avec beaucoup de gens au quotidien dans le métier qu'on fait, et j'ai tendance à dire aux gens que pro et perso, c'est la même personne et que c'est important qu'ils le prennent en compte et qu'ils l'exposent quand ils cherchent un nouveau challenge, etc. Donc, ce que vous dites, c'est interpellant parce que pour correspondre, on va dire, à votre team member, finalement, c'est une personne à part entière. Le côté créatif, il n'aura pas forcément de cette expérience. Par contre, ça va être de la côté, une passion, je sais pas, de la poterie, de la peinture, d'autres choses qui font que...
il va se révéler par ça. Et c'est peut-être plus là-dessus où nous, on va accrocher, parce qu'il y a le discours de surface, on va dire, et puis il y a le fond. En fait, qu'est-ce qu'il a vraiment dans les tripes, et qu'est-ce qu'il est capable d'amener, quelle est la valeur ajoutée, et quelle est vraiment l'impulsion qu'il va pouvoir donner et qu'on n'aura pas par ailleurs, quoi. Parce que des gens bien faits et procéduriers, on en a, et c'est facile d'en trouver. Je reviens un tout petit peu en arrière. Moi, je suis curieuse. L'Oréal, c'était une opportunité, un vrai choix, une volonté? C'est une très bonne question. C'est une opportunité. Vraiment, je me souviens très bien de... je suis rentrée, en fait, donc après Sciences Po, comme je vous ai dit, parce que j'ai terminé par Sciences Po, je suis rentrée via un stage chez L'Oréal. Et vraiment, je suis venue, je ne vais pas dire en touriste, mais c'est quand même un peu vrai, en stage en tout cas, en me disant, bon, voilà, c'est une boîte réputée... le monde de la cosmétique, pourquoi pas, mais j'en avais une image un petit peu stéréotypée, un peu, ouais, je pense que je pense que je m'étais jamais dit, je vais aller bosser dans les cosmétiques, moi, la beauté, c'est ce qui m'intéresse, etc. Et en fait, j'ai fait 6 mois et ça m'a tout de suite plu, quoi. En fait, il y a eu un espèce d'osmose. Parce que, en fait, j'ai adoré le rythme, j'ai adoré on m'a à peine arrivé, on m'a tout de suite filé une marque. Le truc incroyable quand même. Je sortais on m'a filé une petite marque, c'était le Club Med. Vous savez, il y avait une marque de solaire, Club Med. Donc j'avais quand même la responsabilité, donc j'étais même pas stagiaire, j'avais la responsabilité d'une petite marque solaire et avec des parfums à choisir, des produits à lancer, etc. Et ça m'avait un peu halluciné qu'on confie autant de responsabilités aussi jeune, et on m'écoutait, quoi. Franchement, j'étais pas là juste en exécutante, etc. Et donc j'ai vraiment adoré cette autonomie, voilà, cet esprit assez entrepreneur en fait, hein, même au sein d'une grande boîte. Cette culture très de l'oral aussi, parce que c'est vrai que chez L'Oréal, c'est une culture, alors on essaye d'évoluer, d'être un peu plus compte-rendu et tutti quanti, mais c'est quand même une culture de l'oral et c'est quand même une culture, on se vend beaucoup par l'oral et on fait beaucoup passer ses idées par ses tripes et ses convictions. Et ce côté très intuitif, très spontané me plaisait beaucoup aussi. Voilà. Et fort de tout ça, en fait, donc le stage m'a tellement plu. L'Oréal m'a fait une proposition en fait à la sortie du stage. J'ai décliné, étonnamment. J'ai décliné, je m'en souviens. Mes parents m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fous? T'es folle de refuser un job comme ça, etc. » Et j'ai décliné. Pourquoi? Parce que je voulais absolument partir à l'étranger. Et c'est là où je suis partie, j'ai fait cette fameuse expérience à Londres où je vous disais, dans cette boîte de leader mondial et spiritueux. Parce que j'étais convaincue que voilà, je voulais vraiment vivre autre chose. Et, voilà. Et une fois que je suis revenue, en fait, L'Oréal m'a recontactée. Et comme globalement, ça s'était bien passé. Et là, j'ai dit, allez, banco, c'était les années 2000. Et j'ai donc démarré pour cette grande aventure. Voilà. Et ça fait 20 ans que j'y suis. Et je ne m'y ennuie pas, manifestement, puisque j'y suis depuis plus de 20 ans. Et probablement parce que j'ai enchaîné beaucoup de jobs assez passionnants depuis 20 ans, quoi. Voilà. Alors justement, on revient sur la passion. Ouais. Vous avez dit passion mais travail. Ouais. Sacrifice, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et du coup, comment vous avez fait vos choix aussi pour avoir cette belle carrière et les responsabilités qui vont avec? Alors, c'est vrai qu'on est assez passionné. Enfin, je pense que ça sent aussi... on adore ce qu'on fait. Enfin, je pense qu'on est passionné par... on est passionné par plusieurs choses. On est passionné par l'aventure humaine. Je pense que déjà, en tout cas moi, c'est mon moteur personnellement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai des grosses équipes aussi. Je le sais, moi, ce qui m'excite, c'est de travailler avec des équipes, de mobiliser des équipes, de parvenir à des résultats ensemble, d'avoir des projets, etc. Moi, c'est mon moteur number one. On est passionné aussi par notre métier, qui est le métier de la beauté. Et même si je vous l'ai dit au départ, c'était pas le truc, je ne m'étais pas dit depuis l'âge de 5 ans, je rêve de rentrer dans une grande marque de luxe ou grande marque de beauté. Mais j'avais quand même cette culture de l'image, je vous en ai parlé, de la pub, etc. Et pour moi, la beauté, c'est quand même... c'est beaucoup d'image par définition, mais de la belle image, des belles histoires aussi. Et donc c'est ça que et c'est ça qui me plaît encore aujourd'hui, c'est qu'on travaille, on fait des belles choses, on essaye de faire des belles choses. Et la beauté, elle est intéressante dans le sens où elle apporte beaucoup aujourd'hui aux gens. Elle est source de plaisir. Enfin, un produit de beauté, c'est des petits plaisirs simples, mais c'est aussi c'est du bien-être parfois. C'est peut-être le petit moment de plaisir et de bien-être dans une journée qui a été un peu dure, on ne sait pas pour qui, mais voilà. C'est aussi un driver de confiance parce que parfois, vous vous sentez quand même...
mieux dans votre peau quand vous vous sentez belle et quand vous sentez que vous êtes plus rayonnante, etc. Donc, on sait, la beauté est un facteur d'estime de soi hyper important. Et donc, je trouve qu'avec le temps, la beauté qui pouvait paraître un peu futile, un peu superficielle, devient aujourd'hui, au contraire, un driver de confiance. Et moi, c'est ça aussi qui m'intéresse et qui fait qu'aujourd'hui, je travaille à fond sur des marques qui sont là pour redonner confiance aussi aux gens, leur donner... et encore une fois, je suis assez convaincue que voilà, dans un monde qui devient quand même de plus en plus dur, parce qu'au quotidien, franchement, on vient de traverser une période super difficile et on va continuer, ces petites choses qui vous permettent de vous évader dans votre quotidien, qui ne coûtent pas très cher, parce que moi, typiquement, je travaille sur des marques très populaires, très accessible, hein, et c'est au quotidien, c'est aussi assez satisfaisant pour moi personnellement. Voilà, je prends le sentiment d'être un peu utile. Je me dis au moins on sert à apporter d'être un peu distillateur de bonheur au quotidien, enfin de petits plaisirs, et c'est déjà ça. Donc voilà. C'est quoi le poids justement ou la différence entre l'intérêt que vous apportez à votre position et l'intérêt que vous apportez au produit avec un grand P. Oui. La question que je me pose, c'est est-ce que vous auriez fait la même carrière chez Total, par exemple? Ah oui, non mais typiquement, je pense pas. Je pense que, d'abord, il y a le sens aussi de ce que vous faites. Alors, je ne veux pas dire que les gens qui travaillent chez Total, c'est pas ce que je veux dire, mais là, je trouve que, encore une fois, les produits sur lesquels on est ont du sens. Et c'est ce que je vous disais sur la beauté. Aujourd'hui, elle apporte beaucoup de choses aux gens. Donc, du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est passionné, parce qu'on a quand même le sentiment de faire des belles choses, d'aider les gens au quotidien, même si on ne travaille pas dans l'alimentaire, donc on n'est pas sur les objets de première nécessité. Mais le fait de faire du bien aux gens, et ça peut apporter du bien-être, des choses, du plaisir, leur permettre de s'évader, etc., pour moi, ça reste des choses importantes. Après, ma passion, je vous l'ai dit, c'est aussi cette dimension équipe, projet, le fait d'essayer d'avoir des réussites ensemble, d'accomplir des choses ensemble. Ça, pour moi, c'est aussi une très grande satisfaction. Quand je vois parfois sur des marques difficiles qu'on a pu me confier, vous prenez des marques, vous êtes à moins 10, moins 15, et puis il faut les réenchanter, les redynamiser, et que voilà, au bout de 3-4 ans, vous y arrivez avec une équipe, où vous voyez que les choses vont nettement mieux. Ça aussi, c'est quand même une superbe satisfaction et un superbe achievement, diraient les Américains. Voilà. Du coup, votre super pouvoir, justement, pour relever des défis de marque, ce serait quoi? Alors, vous en avez peut-être plusieurs, vous allez nous le dire. Moi, je pense que c'est le côté très tenace et la combativité, enfin la niaque. Je suis quelqu'un qui vraiment est combative, lâche pas, continue à toujours essayer de faire avancer ses idées. Je suis très persévérante. Je suis d'ailleurs j'essaie de toujours garder une certaine consistance, et quand je suis convaincue d'un truc, je mets toute la combativité, alors au sens positif du terme, c'est pas pour y arriver. Donc voilà, et c'est ce qui, je pense, a fait que j'ai été beaucoup d'ailleurs sur des marques souvent difficiles. Enfin, j'ai eu pas mal de portefeuilles de marques différents, et on m'a souvent confié des marques qui étaient je vous dis un peu très en négatif, ou qu'on avait besoin de redresser, où on sentait qu'on avait vraiment besoin de gens assez résilients, justement, et capables de redresser le bateau, quoi. Vous prenez un sujet comme ça, après 3, 5, 10 ans d'expérience peut-être dans le groupe, c'est un risque. C'est un risque pour vous potentiellement, dans le sens où c'est une marque qui ne va pas bien. C'est aussi un test probablement de votre hiérarchie. Bien sûr. Donc il y a probablement de super choses qui vous attendent si ça marche bien, mais des choses un peu plus compliquées qui vous attendent aussi si ça ne marche pas bien. Comment vous avez géré ça? D'abord, on n'est jamais tout seul. Non, mais c'est important. On n'est jamais tout seul face au risque, et donc on est quand même dans des équipes, on a des managers, et je vous l'ai dit, on est. Après, c'est sûr qu'on a une forme de pression, on a une responsabilité qui est de réussir, qui est d'arriver à transformer un business, qui est d'arriver à le redynamiser. Donc parfois il y a des moments de doute, et très clairement, moi j'en ai eu. Je sais qu'il y a des moments où vous commencez un premier lancement, boum, flop, merde, vous en faites un deuxième, bon, et puis heureusement parfois vous voyez quand même le bout du tunnel, et parce que c'est vrai que en plus la logique du développement, vous êtes
pas toujours forcément bon sur la première année. Il faut avoir l'humilité aussi quand vous reprenez un business. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de... Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de vraiment bien aller en profondeur, comprendre les choses. Et vous pouvez tenter des choses tactiquement à première vue, au premier abord, mais je pense que vous êtes vraiment encore bon et encore meilleur sur la 2e et 3e année. Et puis, le développement d'un produit, ça prend du temps, donc ça peut prendre 2 ans. Donc, ce que vous allez peut-être décider à la 2e année, il va sortir peut-être que 4 ans plus tard. Donc c'est pour ça qu'il faut se laisser aussi le temps. Et j'ai plutôt essayé d'ailleurs d'avoir des expériences un peu longues sur des marques à haute responsabilité comme ça, comme vous le dites, pour justement démontrer que je construisais des choses dans le temps. Et parce que je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de craquer des choses qui soient vraiment puissantes et fortes. Donc vous êtes dans l'action, mais patiente quand même. Je suis patiente, ouais. Alors, tout à fait. Alors ça, c'est vrai, parce que je ne fais pas des sauts de job. J'ai fait plusieurs jobs en 20 ans, je vous l'ai dit, et je pense que je change tous les 3-4 ans. Donc, ce qui peut paraître beaucoup, peut-être en temps normal, mais je ne fais pas des sauts de puce, parce que ça ne m'intéresse pas de faire des sauts de puce. J'ai parfois même refusé de bouger parce que je voulais rester, au contraire, continuer à construire les choses. Parce que, effectivement, j'aime le principe de construire dans le temps et dans la durée et d'être 100% experte de quelque chose. Ça, c'est vrai, tout à fait. Vous nous avez parlé de doutes. Est-ce que vous avez une méthode à vous pour surmonter les doutes, l'incertitude, avec la période qu'on vient aussi de traverser vous, comment vous vous y prenez pour continuer à avancer et à pas vous arrêter? Alors, non, c'est bien sûr qu'on a des moments de doute, on a des moments... donc, honnêtement, moi, je me dis, la première chose, c'est toujours de prendre l'avis des autres, vraiment de consulter. Ça peut être sa propre équipe. Hein. Là, je peux vous citer un exemple. Cet après-midi, on devait choisir un nouveau mannequin pour une campagne. C'est important parce que ça doit être le nouveau visage d'une marque. On a des doutes, on ne sait pas quel est le visage. Il y a des avis, c'est partagé. Bon, là, je reconsulte l'équipe et l'équipe a probablement un avis complètement différent du mien. Donc voilà, donc c'est aussi ça qui est intéressant. C'est en plus on a la chance chez L'Oréal de travailler avec toutes les générations, hein, je le dis, quels que soient les âges, etc. Et du coup, souvent, effectivement, ce mix des générations fait qu'on a aussi des avis très, très différents, des histoires aussi, des parcours différents qui font que les gens n'ont pas forcément toujours un avis uniforme, etc. Donc moi, la consultation, prendre l'avis des gens dans ces moments de doute est assez clé. Le soutien de ces managers, parce que je pense que c'est ce que je vous ai dit, face au doute, il faut toujours aussi en appeler au-dessus de ça. Et souvent, franchement, c'est très rare qu'on ne m'ait pas aidé en me disant je pense que dans ton cas, je ferais ci ou je ferais ça. Et après, je dirais que c'est le travail avec l'équipe, en fait, moi, qui me permet de sortir des zones de doute. C'est aussi tout le travail qu'on a fait en collectif, à remobiliser les gens, à redonner... à se redéfinir ensemble un cap de qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, qui est hyper important parce que quand vous n'êtes pas clair vous-même, votre équipe ne le sera pas non plus. Donc, en tant que leader, c'est vrai que c'est quand même important de leur donner le cap et de savoir où est-ce que vous voulez aller, mais aussi de le partager avec eux, de savoir ce qu'ils en pensent, pour ensuite vous ayez une mobilisation de tarés en fait derrière vous, parce que je pense que c'est quand même ça aussi qui fait... parce que vous pouvez avoir un cap, une vision, s'il n'y a pas la force motrice... le bateau il avance pas. Donc là l'idée c'est vraiment souvent comme ça que je suis sortie un peu des zones difficiles. C'est via la force des équipes, cette impulsion collective et je pense aussi et ça, moi le gros enseignement dans ces moments difficiles que j'ai pu traverser, parce que j'en ai traversé pas mal, c'est de célébrer la moindre petite victoire. C'est-à-dire, ça peut être anecdotique, mais vraiment, genre, on a vendu 100 unités, on a, je sais pas, une petite part de marché qui s'est enflammée, etc. C'est champagne, on célèbre le truc, génial, ça y est, on est enfin... Et parce que dans le team spirit et dans partager ses victoires, et la moindre petite victoire, ça redonne du baume au cœur à tout le monde. Et ça remet vraiment de l'huile dans la machine, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai... Et même quand ça continuait à aller très, très mal et qu'on était encore à moins 10, moins 15, le moindre petite anecdote était l'occasion de célébrer et de dire « Génial, c'est super qu'on ait fait ça ». Vous avez parlé de l'importance de l'entourage pro. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est de l'entourage perso? Vous avez passé 20 ans ici. Ouais. J'imagine que votre situation perso a changé aussi. Tout à fait.
comment vous avez pu utiliser, ou pas d'ailleurs, ça pour vraiment vous nourrir d'un point de vue professionnel? Alors, c'est vrai que le perso, forcément, on a des jobs hyper prenants. Je vous l'ai dit, on a pas mal de responsabilités. On est passionné, donc on y passe du temps. On va pas se mentir. Bon, j'ai la chance d'être avec un mari qui est quand même aussi entrepreneur, donc qui est pour le coup super cool par rapport à ça, donc et qui comprend que je puisse avoir un job passionnant, prenant, et que j'adore faire mon métier. Donc là-dessus, il est super super cool. Mais je l'ai dit, j'ai une famille qui m'a fait pas mal relativiser aussi, parce que c'est une famille qui se prend pas vraiment au sérieux, qui a toujours, et ça c'est quand même qui fait que de temps en temps, quand je les vois, quand je les recroise, ça peut être mon entourage, très vite je redescends en fait de 3 étages. Ça déconne beaucoup chez Rassa? Absolument. Absolument. Donc, c'est même le sens de l'humour l'humour est une valeur familiale. Et du coup, très vite, on redescend de son piédestal. Et voilà. Et c'est bien gentil de penser qu'on a une grosse équipe et plein de responsabilités. Mais bon, à un moment, voilà. Donc, on revient à des choses très simples et essentielles. Et du coup, ça, je pense que c'est ma force aussi. C'est que quel que soit le niveau de responsabilité, c'est qu'à un moment, j'essaye quand même de prendre quand même beaucoup, beaucoup de recul, en tout cas lors de mes week-ends et mes vacances, et de me dire, voilà, ça, je ne travaille pas dans le nucléaire non plus, quoi. Des projets pour le futur? Des projets pour le futur, oui, on en a plein, parce que je pense qu'on est dans une période qui forcément nous remet un peu tous en cause là en ce moment. Donc moi je vous l'ai dit, je travaille sur des marques très populaires qui sont, je les cite parce que ça donnera un peu une idée c'est des marques type DOP, Cadom, Mixa, qui sont dans tous les foyers français en fait, hein. C'est des marques qui touchent des millions de Français, qui sont des marques très accessibles, grand public. Patrimonial, il y en a qui existent depuis plus de 120 ans. Enfin, c'est vraiment des magnifiques marques. Et c'est vrai que on a plusieurs défis en fait sur ces marques. C'est d'abord un défi environnemental, parce que on en a parlé, la cosmétique, comme tout secteur, forcément n'échappe pas à son impact et à sa responsabilité environnementale. C'est-à-dire qu'on est aussi très challengé sur le plastique, sur des packaging plus responsables, sur tout ça. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille énormément avec nos équipes, parce que, et je dois dire que je suis plus challengée par mes équipes que d'ailleurs, qui est une génération extrêmement sensible à tous ces sujets-là. Donc je me fais souvent ramasser dès que j'arrive avec des choses qui ne sont pas nickel sur l'aspect développement durable. Donc du coup, il y a un gros défi qui est celui-là. Et j'ai pris pour la petite blague ce petit produit parce que DOP, vous savez, c'est des shampoings. On fait du shampoing DOP depuis 1934, donc ça date un peu. On a toujours été dans toutes les salles de bain françaises. Et là, on sort le premier shampoing solide, donc 0 plastique. On en est super fiers parce que voilà, c'est un petit objet très simple, mais ça témoigne aussi de notre volonté d'essayer de sortir du plastique, en tout cas de trouver des façons alternatives de faire de la cosmétique. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on pousse et sur lesquelles on travaille énormément. Après, il y a un autre défi qui est quand même je l'ai dit, c'est le défi un peu social et économique, c'est-à-dire qu'on essaie, et en tout cas c'est complètement dans mon périmètre, parce que je vous ai parlé de marques très accessibles qui sont vraiment pas chères. Enfin, DOP, un shampoing DOP, c'est 2 €. Voilà, et on travaille dur, et nos usines, nos labos travaillent dur toute l'année pour sortir un shampoing entre 1,50 € et 2 €. C'est même pas le prix d'une baguette, vous voyez. Donc c'est techniquement énorme d'arriver à travailler sur des produits qui soient les plus démocratiques, mais parce qu'on a vraiment le souci d'accessibiliser le soin et de permettre à quels que soient les gens qui soient modestes, qui aient des petits budgets, etc., de pouvoir, encore une fois, accéder aux soins. Et le troisième défi, c'est un défi de génération. Parce que je vous ai dit, donc dans nos équipes, on est
on est face à des jeunes qui sont très, très différents de ce que nous, on était, clairement. Les jeunes d'aujourd'hui qui ont d'autres attentes. Et je parle alors là d'un point de vue de la part de leur employeur, hein, j'entends. Donc, bien sûr, ils veulent travailler sur des marques qui ont du sens. Et c'est aussi pour ça qu'ils adorent travailler sur des marques comme ça, parce qu'on vient de lancer aussi une marque bio, 100% bio, produite. Et ça, c'est le genre de choses qui les animent et sur lesquelles ils sont à fond. Mais ils en attendent aussi plus en termes de qualité de vie, de télétravail, de nouveaux ways of working, comme on dit. Et là-dessus, c'est vrai que nous-mêmes, une génération qui avons beaucoup bossé, qui avons été habitués à travailler... moi, je sais que j'ai travaillé 8h, 9h du soir de façon assez récurrente. On est face aussi à une toute nouvelle façon d'aborder le travail, qui n'est pas moins performante, mais il faut aussi qu'on écoute ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, moi, je sais que c'est au quotidien. Moi, j'ai une équipe de 60 personnes aujourd'hui. Je peux vous dire que chaque jour, c'est challenging pour moi. C'est-à-dire que je fais des réunions avec des équipes où je sens que je suis dans la quarantaine et qu'ils sont dans la vingtaine et dans la trentaine, et qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes et qui sont exigeants. Ils sont exigeants sur le sens, ils veulent travailler sur des marques qui s'engagent, qui ont des partis pris radicaux. Donc ça, c'est vrai que ça nous remet aussi énormément en cause en tant que manager, d'être capable de satisfaire aussi ces jeunes diplômés, parce qu'on a aussi envie de les garder parce qu'ils sont bons. Donc, on n'a pas envie qu'ils se barrent chez les concurrents. Donc, faut aussi, entre guillemets, à les motiver, leur donner envie de rester avec nous. Et voilà. Donc, c'est... Justement, je rebondis là-dessus. Vous avez passé 20 ans dans l'entreprise. Ça va devenir de plus en plus rare. C'est possible. Peut-être que vous allez y passer 40, je ne sais pas. Comment vous l'expliquez, le fait que les jeunes, alors moi on n'est pas très vieux, mais les jeunes veuillent changer comme ça tous les 2-3 ans, ils ont ce besoin de renouveau perpétuel? Je pense que c'est une société un peu du zapping, moi j'appelle ça. C'est vrai que je pense qu'ils ont besoin de sentir, d'être excités tous les 2-3 ans. Ils ont l'impression qu'ils ont vraiment besoin de découvrir un autre univers. Moi, je suis assez... ça va avec une génération un peu fast, tu vois, qui fast food, qui va vite surtout, qui est tout dans l'instantané, et c'est ce qui nous fait un peu peur par un moment. Alors, c'est aussi une génération qui veut heureusement du sens dans ce qu'elle fait. Mais c'est vrai que je suis toujours un peu effarée, parce qu'au bout de 2 ans, j'en ai beaucoup qui me disent bon, c'était super, hein, j'ai vraiment adoré, mais en fait, j'ai telle proposition et quand même, je trouve ça super intéressant, ça me donne vraiment envie, et tu comprends, pour ma curiosité personnelle, j'adorais. Et je me dis, soit on n'a pas réussi, nous, encore à leur donner envie de rester, parce que peut-être que nos engagements ne sont pas assez forts, ils ne veulent pas inscrire ça dans la durée. J'ai du mal encore à me l'expliquer objectivement. Après, je comprends tout à fait qu'on soit pas qu'on fasse pas toute sa carrière dans une seule boîte. Ça, je pense que c'est vraiment un truc très rétrograde, et même si j'en suis le contre-exemple. Mais je pense que aussi, encore une fois, moi, j'ai changé tous les 3 ans, 3-4 ans. Tous les 3-4 ans, j'ai eu l'impression de changer. Je ne vais pas dire que j'ai changé de boîte tous les 3-4 ans, mais j'ai fait des univers très différents. J'étais sur l'Oral Paris, ensuite je suis partie dans l'univers de la pharmacie, de la santé, plutôt avec des médical, un univers très médical. Ça n'avait rien à voir avec l'univers ensuite beauté glam d'un festival de Cannes, où aujourd'hui, là, je suis sur des marques bio et éco-responsables. Donc, ce que je veux dire, c'est que cet excitement que cette jeune génération cherche, je pense qu'on peut aussi la trouver dans des grands groupes. C'est juste une question de parcours de carrière aussi. Notre slogan, c'est Tu Fur Futur. Vous, votre slogan à vous, votre petite phrase que vous répétez et qui vous permet d'avancer? Alors moi, ma petite phrase, c'est ne jamais rien lâcher. Et quand vous êtes convaincu d'un truc, il ne faut jamais rien lâcher. Et il ne faut pas lâcher ses équipes non plus, je pourrais dire aussi. Mais ne jamais rien lâcher, parce qu'il faut aller au bout de son idée, il faut aller au bout de sa conviction. Et à titre personnel, puisque vous connaissez un peu mon histoire personnelle,
sur une rencontre, je n'ai jamais rien lâché. Donc voilà. Donc en tout cas, il faut aller au bout de sa conviction. C'est un beau message effectivement qu'on partage et au final on voit au fil des interviews aussi des personnes qu'on rencontre que tout le monde a le même mindset. Oui. Et beaucoup de gens le disent. Par contre, je suis pas sûr que tout le monde l'applique. Est-ce que vous... Alors, c'est une vraie question, hein. Pourquoi les gens n'appliquent pas ce mindset de ne jamais rien lâcher? Alors, après, parfois c'est dur parce que vous avez aussi des injonctions au-dessus de vous qui parfois disent attends, t'es sympa, tu lâches parce que là, honnêtement, il faut qu'on avance là-dessus. Et donc, il y a ça, je pense que voilà, on n'a pas toujours l'autonomie et la liberté d'eux. Et moi, la première, hein, j'ai beau être tenace et parfois avoir des idées d'être convaincue sur des choses, parfois je dois aussi un peu renoncer parce que entre temps, voilà, j'ai aussi des gens au-dessus de moi qui stratégiquement vont dire non mais franchement, on pense qu'il faut quand même aller là-dessus, donc voilà. Mais si je trouve toujours que si vous n'arrivez pas à convaincre une première fois, vous pouvez toujours retrouver une deuxième façon de convaincre. Il y a toujours une autre façon d'influencer les choses. Et en tout cas, il ne faut pas s'arrêter à son premier échec. En fait, c'est plutôt ça. Et de persister, en fait. Je pense que c'est important. Parce qu'il y a trop de cas où après, je trouve qu'on est frustré de ne pas avoir osé aller jusqu'au bout de son idée. Donc j'essaye de me l'appliquer tant que je peux. Ça me vaut aussi la réputation d'être un peu têtue, je ne vais pas vous le cacher. Mais aussi, c'est pour ça qu'on m'apprécie, parce qu'on sait que je suis aussi, j'ai mes convictions, et parfois voilà, il faut savoir aussi de temps en temps dire, bon, allez, je vais pas... je lâche quelque part, parce qu'il y a un moment, il ne faut pas non plus s'enfermer et s'entêter dans une trop mauvaise idée, mais... Voilà, je pense que pousser ses convictions, aller jusqu'au bout de ses idées, c'est important. Et je l'ai encore redit aujourd'hui à une personne dans mon équipe qui a osé dire en tout petit, au milieu de la réunion, non, mais moi, je pense que machin, nanana, qui était en vent contraire par rapport à tous les gens autour de la table. Mais je lui ai dit, mais t'as raison, parce qu'en fait, probablement, c'est toi qui as raison. Et c'était la petite voix du fond, mais qui a osé dire... Et je pense voilà, et on a tous rechangé d'avis à la suite de cette petite intervention. Donc tout ça pour dire que, voilà, croyez en votre conviction et votre intuition. Voilà, c'est plutôt intuition, croire en son intuition. Voilà. 3 mots pour résumer votre parcours, mais aussi partager la recette, votre recette en tout cas, pour avancer. Alors, je ne sais pas si c'est 3 mots qui résument mon parcours, mais c'est 3 mots pour avancer. Moi, je dis toujours « tomorrow will be another day », c'est-à-dire que chaque jour est un nouveau jour. Et je le dis là, ça témoigne que même si parfois ça passe pas ce jour-là, tant pis, on retentera demain. Voilà, chaque jour est différent. Voilà, faut aussi. Je pense que c'est une note aussi très positive. Et c'est ma façon aussi positive d'avancer, c'est-à-dire de se dire, même quand parfois on sent un peu au pied du mur, on se dit on va pas y arriver, etc. Et je prends toujours cet exemple. Souvent vendredi, je sais pas pourquoi il y a des mauvaises nouvelles le vendredi, mais je dis toujours attendez, on va attendre lundi, ça va aller mieux. Voilà. Mais je dis ça parce que souvent la vie fait qu'il s'est passé 15 000 trucs entre temps et que les choses on les revoit différemment. Et puis entre temps, voilà. Donc il y a toujours ce... Il faut rester fondamentalement positif, parce qu'à un moment, après la tempête, il y a quand même toujours un petit peu de ciel bleu qui arrive, heureusement. Bon, est-ce qu'on conclut là-dessus? Ouais. En tout cas, merci beaucoup Amandine. Merci. C'est un plaisir. De même, partagez. J'espère que je n'ai pas été trop longue, mais bon. C'était parfait. Demain est un autre jour.